Depuis des siècles, des puissances invisibles tirent les ficelles de l'histoire. Pas celles qu'on enseigne, celles qui se trament dans l'ombre. Cette partie 2, sombre, journalistique, dérangeante, vous emmène au cœur d'un pouvoir occulte multiséculaire. Un pouvoir qui a infiltré vos institutions, influencé vos décisions, volé vos instincts et sculpté la société dans laquelle vous vivez sans l'avoir choisi. Dès les premières minutes, un avertissement dramatique s'impose. Les familles dirigeantes parmi les Illuminati, qui n'ont rien à voir avec les fables des reptiliens, sont expertes en manipulation psychologique ciblée, en contrôle des masses et en rituels de pouvoir aussi secrets que terrifiants. On leur attribue même des actes d'une cruauté inimaginable pour satisfaire des exigences occultes. Ce n'est pas une fiction, c'est ce dans quoi vous êtes plongé sans le savoir. De la haute finance de Rothschild jusqu'au réseau universitaire comme Skull and Bones, chaque chapitre que vous allez découvrir dévoile un plan de ce labyrinthe où tout est connecté. Crise financière, pandémie, guerre culturelle, distraction numérique, rien n'est laissé au hasard. Mais attention, nous n'allons pas faire le catalogue de chaque famille. Ce n'est pas un cours d'histoire, c'est une alerte. Le but n'est pas de connaître les biographies, mais de comprendre les mécanismes, les pactes, les dynasties, les contrats secrets qui cimentent leur pouvoir et fragilisent le vôtre. Parce que vous êtes déjà concerné. Votre travail, vos dettes, vos émotions, vos décisions, chaque élément de votre quotidien est influencé ou dicté par ces forces invisibles. Il ne s'agit plus de les observer de loin, il s'agit de répondre à deux questions. Sommes-nous dupes ou complices malgré nous? Et surtout, comment s'en prémunir? Parce qu'à la fin de ce reportage, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Le Bohemian Grove, un lieu qui n'apparaît sur aucune carte officielle, mais où se décide pourtant l'avenir du monde. Depuis plus d'un siècle, chaque été, l'élite masculine internationale s'y retrouve. Présidents, banquiers, manias, géants de la Silicon Valley, pour des cérémonies étranges, ésotériques, à l'abri des regards. Pas de caméra, pas de presse, juste le pouvoir et le secret. Pourquoi ceux qui dirigent officiellement nos nations s'adonnent-ils à des rituels païens, masqués au cœur des forêts californiennes, autour d'un hibou géant? And be ye lifted up, ye everlasting spires. For behold, here is Bohemia's shrine, and holy are the pillars of this house. Pourquoi ceux qui prêchent la rationalité, la transparence, la démocratie dansent-ils la nuit autour de symboles occultes en chantant des textes oubliés du grand public? Pourquoi un président, un milliardaire et un juge suprême devraient-ils se retrouver autour d'un feu sacré? Parce que ce que vous appelez démocratie n'est qu'un décor. Et pendant que vous dormez, bercés par des promesses politiques et des débats télévisés, eux orchestrent la suite du scénario. Ce n'est pas une fiction, c'est une dissonance cognitive brutale pour quiconque ose ouvrir les yeux. Les hommes qui incarnent le jour l'ordre et la raison célèbrent la nuit des rites obscurs, hérité d'un pouvoir plus ancien que les États. Et vous n'êtes pas simple spectateur de ce théâtre, vous en êtes la cible. Chaque loi, chaque crise, chaque distraction est pensée pour que vous restiez à votre place, pendant qu'eux réaffirment la leur à l'abri du regard public. Ce que nous allons dévoiler maintenant, c'est l'histoire souterraine de ces cénacles interdits, de leurs symboles, de leurs alliances, mais surtout de l'architecture invisible qui tienne encore votre vie entre leurs mains. Ce réseau d'influence ne s'est pas construit par hasard, il s'est enraciné dans des siècles de rituels, de pactes et de transmissions secrètes. Oubliez les livres d'histoire qu'ils ont manipulés. Ils vous ont raconté les rois, nous allons vous révéler ceux qui les manipulaient. Venise en 1204. Ce que l'on appelle le Moyen-Âge n'est pas un âge d'obscurité. C'est l'aube silencieuse d'un empire invisible. À l'ombre des croisades, l'oligarchie vénitienne pose les fondations d'une domination secrète. Des familles aristocratiques, cachées derrière le commerce et la guerre sainte, entament la plus vaste conquête jamais entreprise, celle des trônes, des royaumes et des esprits. On vous a parlé des rois, on vous a fait croire aux empires, mais le vrai pouvoir n'avait pas de couronne. Il siégeait dans le palais des doges, dans les loges discrètes d'Eugène et dans les alliances croisées de la noblesse noire. Ces familles, vous ne les avez pas élues, vous ne les avez jamais vues au journal de 20 heures, mais elles ont influencé chaque traité, chaque révolte et chaque révolution. Leur empire s'est bâti non pas sur les armes, mais par le venin du secret. Elles ont acheté les princes, elles ont infiltré les lignées royales, elles ont distribué leurs enfants comme des pièces d'échiquier à travers l'Europe, et quand le peuple osait se soulever, elle répondait par l'empoisonnement, le complot et l'élimination. Rien n'était sacré, tout pouvait être corrompu. On les accuse d'avoir commandité des assassinats maquillés, déclenché des guerres silencieuses, dressé les peuples les uns contre les autres, et pourtant, elles sont toujours là. On murmure encore leurs noms. Orsini, Aldobrandini, Colonna, Breakspere, Windsor, Welf, Turnham Taxis, des lignées anciennes unies par un fil invisible, le contrôle. Leur patronyme, la noblesse noire. Non pour leur sang, mais pour la noirceur morale qui les entoure et les méthodes qu'on leur prête. Mensonges, satanisme, magie noire, illuminisme, escroquerie, manipulation des masses,
menace. Et vous avez grandi dans un monde qu'elles ont modelé. Chaque pièce de monnaie, chaque président, chaque crise, tout cela n'est vraisemblablement que le fruit de leurs mains. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est précisément parce qu'elles ont écrit les livres d'histoire en effaçant leurs propres traces. Le 1er mai 1776, alors que le monde croit s'émanciper avec les Lumières, Adam Weishaupt fonde l'ordre des Illuminati. Ce n'est pas un mythe, c'est le point de bascule. À partir de là, ce n'est plus une conquête, c'est une transformation du pouvoir visible vers le pouvoir absolu. Officiellement, c'était un cercle de penseurs éclairés, des hommes épris de raison, de savoir et de réforme, mais officieusement, c'était l'avènement silencieux d'une guerre. Une guerre d'infiltration, de manipulation et d'usurpation. Une guerre qui ne se menait pas avec des fusils, mais avec des idées, avec des loges, avec des serments et avec des symboles. Adam Weishaupt, ancien jésuite brillant mais brisé, avait compris une chose, le pouvoir ne s'obtient plus par l'épée, mais par la croyance. Il infiltra les loges maçonniques, recruta des esprits influents, des hommes de lettres, des banquiers, des stratèges, et en quelques années, les Illuminati étendaient leurs racines dans toute l'Europe. En 1789, le peuple se soulève, mais derrière le drapeau, derrière la Marseillaise, une main invisible attise les braises. Et certains murmurent déjà que le feu révolutionnaire a été allumé dans les loges, puis soufflé par les disciples de Weishaupt. On voulait faire croire au peuple qu'il brisait ses chaînes pendant qu'on lui forgeait de nouvelles. Des pamphlets circulent, des suspicions s'élèvent, et après la terreur, les monarchies tremblent. Elles parlent d'un vent nouveau, d'un vent d'Est, un souffle qui n'a rien de populaire, mais tout de démoniaque. Weishaupt est chassé de Bavière en 1785, mais un esprit comme le sien ne meurt pas. Il s'évapore dans d'autres loges. Il inspire d'autres meneurs. Giuseppe Mazzini reprend le flambeau. Et Albert Pike, figure de proue de la franc-maçonnerie américaine, correspond avec Mazzini. Ensemble, d'après des correspondances dévoilées plus tard, ils auraient nourri le projet de 3 guerres mondiales pour remodeler l'ordre global. On raconte qu'en 1871, Pike écrivit une lettre prophétique décrivant 3 conflits planétaires nécessaires pour établir un nouvel ordre mondial. La première guerre renverserait les empires européens, la seconde créerait un État sioniste en Palestine, et la troisième opposerait l'Occident et l'Orient dans une confrontation finale. Fantasme apocryphe ou plan réel, toujours est-il que la destinée du XXe siècle semble étrangement collée à ce scénario. Quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est une symphonie macabre dirigée depuis les salons dorés des grandes banques. Et pendant que les peuples s'entretuent dans les tranchées, les banquiers trinquent à leur fortune. Des deux côtés, ils financent, des deux côtés, ils profitent. Et dans chaque goutte de sang versée, il y a la signature silencieuse des Rothschild, des Rockefeller et de ceux que vous ne verrez jamais à la une. Ces élites auraient indirectement orchestré le conflit pour redessiner la carte géopolitique en leur faveur. À la conférence de paix de 1919, qui voit naître la Société des Nations, on retrouve dans l'ombre les conseillers financiers des Rothschild et des Rockefeller. Pourtant, la SDN échoue à s'imposer. Les États-Unis refusent d'y adhérer, qu'à cela ne tienne. L'idée d'un gouvernement mondial devra attendre la prochaine guerre. Dans les années 1920 à 1930, la danse macabre continue. Les mêmes réseaux financiers investissent en Union soviétique naissante, via par exemple Jacob Schiff, banquier de New York, qui avait financé l'effort de guerre japonais contre la Russie et soutient maintenant Lénine. D'autres financent les régimes fascistes qui montent en Europe. Hitler, arrivé au pouvoir en Allemagne, bénéficie de soutiens industriels et bancaires transnationaux. Des documents déclassifiés montreront plus tard que la banque new-yorkaise Union Banking Corporation, liée à la famille Bush, a servi de canal de financement pour l'effort de réarmement nazi. Prescott Bush, grand-père de George W. Bush et membre de la société Skull and Bones que nous détaillerons plus tard, siégeait au conseil d'administration de cette banque et aurait profité du travail forcé dans les mines polonaises pour enrichir sa société. Officiellement, ces collusions ne seront dévoilées qu'après la guerre, puis étouffées pour ne pas entacher l'élite américaine. Mais les faits sont là. Selon certaines sources, l'élite occulte a financé Adolf Hitler indirectement via la banque Rothschild, pendant que Prescott Bush et d'autres soutenaient le régime nazi en coulisses. La Seconde Guerre mondiale se solde par un nouvel ordre international. L'Organisation des Nations Unies est fondée en 1945, une réalisation directe là où la SDN avait échoué. Derrière l'ONU, on retrouve les architectes du globalisme, la famille Rockefeller qui fit don du terrain à New York pour le siège de l'ONU, ou encore John McCloy, un banquier international, et d'autres membres du CFR qui ont contribué à la charte onusienne. Le CFR, fondé en 1921, devient le véritable ministère des Affaires étrangères de l'Empire invisible. Banquiers, diplomates, industriels, tous unis contre ton ignorance. Et toi, tu n'as rien su. Tu as grandi avec des manuels qui n'ont jamais mentionné ces noms. Tu as cru que l'histoire se faisait dans les urnes alors qu'elle se joue dans les loges. Mais tu es en train d'ouvrir les yeux et tu sens que ce que tu vis n'est pas une suite de hasard. C'est
c'est le prolongement d'un plan. Un plan pensé il y a plus d'un siècle et dont chaque guerre, chaque crise, chaque institution n'est qu'un pion sur un échiquier qui ne t'a jamais appartenu. Encore peu connu du grand public, le CFR façonne dans l'ombre les décisions gouvernementales. Chaque secrétaire d'État américain d'après-guerre ou presque en fut membre, tout comme d'innombrables conseillers à la Maison-Blanche. Ce n'est pas un think tank, c'est un organe de pouvoir. Doit-on vraiment s'étonner que la diplomatie serve si souvent les intérêts de Wall Street, ou faut-il simplement ouvrir les yeux sur la fusion réelle entre finance, politique et contrôle planétaire? Pendant la guerre froide, un nouvel acte du grand jeu. Le monde se scinde en deux blocs, capitalistes et communistes. En surface, tout oppose Washington et Moscou. Mais certaines sources avancent que les deux camps étaient manipulés en sous-main par une élite supranationale jouant la thèse contre l'antithèse pour arriver à sa propre synthèse. Ce n'était pas une guerre, c'était une mise en scène. La fameuse dialectique hégélienne appliquée à la géopolitique. Opposer les peuples pour imposer un nouvel ordre, entretenir la peur pour justifier la surveillance, diviser l'humanité pour mieux la gouverner, pendant que des générations entières vivaient sous la menace de l'holocauste nucléaire, pendant que les familles tremblaient au moindre discours militaire, certaines élites financières commerçaient tranquillement avec l'Est comme avec l'Ouest. Deux visages, une seule main. On découvrira plus tard que la Chase Manhattan Bank de David Rockefeller a maintenu une présence en URSS et que des technologies occidentales ont afflué en douce derrière le rideau de fer. Pourquoi? Parce que la guerre froide n'était pas un affrontement, mais un outil, un prétexte pour maintenir l'humanité sous tension, justifier le contrôle social et faire prospérer un complexe militaro-industriel devenu machine de guerre permanente. La peur comme moteur, la division comme stratégie et le chaos comme rente. Dans les années 1950 à 1970, l'international des sociétés secrètes se coordonne. En 1954, le groupe Bilderberg tient sa première réunion aux Pays-Bas sous l'égide du prince Bernhard, ancien officier SS devenu noble respecté. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Cette conférence annuelle ultra secrète réunit depuis des décennies des dirigeants politiques, des banquiers, des PDG de multinationales et des barons de la presse occidentale. Pas de caméra, pas de compte-rendu, aucune transparence. Et vous continuez à croire que les décisions se prennent à l'Élysée, à la Maison-Blanche et dans les hémicycles. Mais le véritable pouvoir n'est pas là. Il est dans ces réunions secrètes, il est dans ces mains que vous ne voyez jamais, il est dans ces voix qui n'ont pas besoin d'élection. Et ce que vous allez découvrir après ça n'est pas une suite d'hypothèses. C'est la chronologie d'un asservissement mondial, un plan que vous n'avez jamais choisi, mais qui a toujours compté sur votre ignorance pour exister. C'est un théâtre et vous n'y avez pas de siège. Le comité des 300, un cénacle encore plus obscur, est évoqué par l'ancien officier du MI6 John Coleman, un nom presque mythologique, mais derrière le mythe, un mécanisme bien réel. Ce comité, sorte de cénacle occulte de l'aristocratie financière, aurait donné naissance à des entités comme le CFR, la commission trilatérale, le groupe Bilderberg et même l'ONU. Tout ce que vous percevez comme dissocié n'est que le fruit d'un même tronc, un même arbre noir, un même plan. Derrière les façades officielles, la même poignée de familles, derrière les institutions, les mêmes loges, les mêmes pactes, les mêmes serments. Et pendant que l'opinion publique débat de droite et de gauche, eux tracent une seule ligne, celle du contrôle mondial. En pleine guerre froide, un nouveau pion entre en scène, le Club de Rome, officiellement un think tank de scientifiques et de stratèges inquiets des limites à la croissance. En 1972, il publie un rapport célèbre alertant de la surpopulation et l'épuisement des ressources. Mais que cache vraiment cette inquiétude? Et pour qui cette croissance est-elle une menace? Si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. On peut dire aujourd'hui que l'humanité est menacée. Il est extrêmement difficile de donner un délai, si vous voulez. À quel moment est-ce que ça sera la catastrophe? Je crois que là, ça a été étudié par différents groupes, en particulier le fameux groupe de Rome, qui ont travaillé avec le MIT. Et ils ont en particulier fait jouer les données principales suivantes: les investissements en capital, ou le niveau de vie, ce qui revient à peu près au même, la population, le taux d'accroissement de la population, l'exploitation des ressources naturelles, la pollution, et la production d'alimentation. Ils ont mis tout ceci dans un ordinateur, ils ont dit à l'ordinateur qu'est-ce qui va se passer. L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. Ils ont dit à l'ordinateur, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'en l'an 2000 on soit stabilisé? Alors l'ordinateur a répondu, il faut réduire les investissements de 40%, réduire la pollution de 50%, réduire l'exploitation des matières premières de 75% et réduire la production alimentaire de 20%. Oui, mais enfin, est-ce que c'est imaginable, compte tenu des croyances religieuses, de stopper la natalité ou de la freiner? Est-ce que c'est imaginable, alors que les 3/4 de l'humanité sont en état de sous-développement, de freiner le progrès économique? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Est-ce que vraiment l'humanité est en danger? Alors, vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Ben voilà le danger.
Officieusement, selon plusieurs sources, le Club de Rome serait une création de la noblesse noire européenne en alliance avec 13 grandes familles d'Amérique du Nord. Objectif, manipuler les masses sous couvert d'écologie, imposer une nouvelle religion de la rareté, désarmer psychologiquement les peuples pour mieux les soumettre à une gouvernance mondiale oligarchique et derrière les rapports, un agenda, derrière les chiffres, une idéologie, derrière la peur, un levier. Le Club de Rome ne serait pas isolé, il serait lié au Bilderberg, à la commission trilatérale et aux Illuminati. Tous alignés sur un objectif radical, prôner un retour à une société quasi féodale, encourager une dépopulation massive, freiner le progrès industriel, non pas pour sauver la planète, mais pour geler l'ascension des peuples, réduire l'humanité à un quota, transformer la liberté en privilège et faire de la peur le nouvel ordre. Et pendant ce temps-là, vous travaillez, vous payez, vous obéissez, mais vous ne choisissez rien, car chaque sommet, chaque club, chaque comité ne vous représente pas. Il vous encadre, il vous limite, il vous redessine. Et si vous commencez seulement à vous poser des questions, sachez une chose, ils comptaient sur votre silence. En effet, leur document évoquerait l'élimination de 2,5 milliards d'êtres humains en trop. Oui, 2,5 milliards. Pas par accident, par décision. Un retour à l'âge de pierre, pas pour sauver la planète, mais pour que l'élite conserve ses privilèges sans être bousculée, sans être menacée, sans partage. Ces idées glaciales n'ont jamais été assumées publiquement, elles se glissent dans les rapports, dans les scénarios, dans les recommandations et étrangement, elles recoupent ce que l'on observe depuis les années 70. Promotion du contrôle des naissances dans les pays pauvres, narration apocalyptique permanente justifiant un contrôle centralisé, campagne massive contre la croissance démographique, culpabilisation des peuples et absolution silencieuse des élites. Et très rapidement, une nouvelle pièce entre en scène. David Rockefeller, héritier de la dynastie pétrolière, et Brzezinski, stratège glacial aux visions planétaires, fonde la commission trilatérale. Sur le papier, une coopération entre les grandes puissances, Amérique du Nord, Europe, Japon, un noble objectif, emballé dans les mots, mais dans les coulisses, la trilatérale devient un directoire de l'ombre, une salle de commandement officieuse, un contournement des souverainetés nationales, les peuples votent et eux décident. Et comme par hasard, la liste des membres de la trilatérale se confond avec l'annuaire du pouvoir mondial. Jimmy Carter, George Bush Senior, Bill Clinton, des premiers ministres européens, des gouverneurs de banques centrales, tous passés par la trilatérale ou le CFR. Coïncidence ou système verrouillé? Regardons de plus près l'année 2004. Une élection présidentielle américaine, le peuple pense choisir entre deux visions du monde, George Bush, le républicain conservateur, et John Kerry, le démocrate progressiste. Deux camps, deux discours, deux costumes, mais un détail trouble les observateurs lucides. Bush et Kerry sont tous deux membres de la même société secrète élitiste, l'ordre de Skull and Bones. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. You ready to lose? No, I'm not going to lose. If you did, what would you do? Well, I don't plan on losing. I've got a vision for what I want to do for the country. See, I know exactly where I want to lead. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. And we'll be watching. Be safe on the campaign trail. John Kerry, thanks for joining us. And we'll be right back. L'université Yale, la tombe de New Haven, un lieu sinistre où les membres passent des rituels d'initiation gothique, confessant leurs secrets les plus intimes devant un crâne humain. Le Guardian le rapporte, les autres se taisent. Peu importe le gagnant, ce sera un Bondsman, leader du monde libre. Une simple pièce d'un cercle fermé, placée des deux côtés de l'échiquier. Et vous, citoyens, pensez encore avoir le choix. Vous croyez départager des adversaires, alors que l'un et l'autre servent la même table. La coïncidence n'en est pas une, c'est la mécanique même du pouvoir moderne. Offrir l'illusion du choix pour préserver l'essentiel, leurs mains sur le jeu. Et pendant que vous commentez les débats, que vous défendez des partis, vous ignorez le rite, vous ignorez la loge, vous ignorez le crâne, mais ce que vous vivez était déjà décidé dans une pièce obscure bien avant que le premier bulletin de vote ne soit imprimé. Du côté du groupe Bilderberg, encore lui, Margaret Thatcher elle-même admettra que son refus d'obéir à ce club lui coûtera son poste. Elle n'a pas chuté, on l'a fait tomber. Et aux États-Unis, toujours les mêmes noms. CFR, Trilatéral, Skull and Bones, des réseaux jamais élus, jamais mentionnés dans les débats, mais qui forment les présidents, écrivent les politiques et tirent les ficelles. Et vous,
vous vivez dans leurs conséquences. Votre salaire, votre retraite, votre logement, votre sécurité, chaque élément de votre quotidien est affecté par des décisions prises dans des cercles dont vous ne connaissez même pas l'existence. Ce n'est pas une lubie paranoïaque, c'est une structure, une pyramide. Tout en haut, un noyau dur de familles multimillionnaires et aristocrates unis par des alliances anciennes, souvent secrètes, toujours intouchables. Autour d'elle, une nébuleuse de sociétés secrètes qui assure la transmission du pouvoir et le formatage idéologique. En dessous, les think tanks, les clubs d'élite qui dirigent les feuilles de route des décennies à venir. Et enfin, la vitrine. Vos gouvernements, vos institutions internationales, vos médias, vos banques, ce que vous appelez réalité politique n'est qu'un théâtre. Un théâtre où vous payez le billet, vous jouez les figurants et vous croyez participer au scénario pendant que ceux qui tiennent la plume ne vous ont jamais adressé une ligne. Regardons maintenant de plus près ces sociétés secrètes et cénacles d'influence que l'on retrouve dans chaque strate du pouvoir. Parce que leurs noms, vous les avez déjà peut-être entendus, mais ce qu'ils font réellement, ce qu'ils planifient dans l'ombre, vous ne l'avez jamais su et pourtant, vous en vivez déjà les conséquences. Comment ne pas commencer par la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie est présentée comme une des plus vieilles organisations encore existantes, remontant à 2000 ans avant Jésus-Christ et impliquée dans la construction du temple de Salomon. Son but affiché serait la transformation intérieure de l'homme. Certaines branches auraient travaillé secrètement pour la justice et les droits de l'homme, notamment après la persécution des Templiers en 1307. La déclaration d'indépendance américaine aurait été rédigée et signée presque exclusivement par des francs-maçons et George Washington en était un. Certaines sources affirment que la franc-maçonnerie de bas étage sert de couverture aux Illuminati sages de Sion sans que les membres en soient conscients. Les grades inférieurs de la franc-maçonnerie ne sont pas au courant de ce qui se passe au sommet. De nombreux frères de loge occuperaient des positions clés dans divers domaines. L'ONU est présentée comme la plus grande loge maçonnique du monde, créée par la franc-maçonnerie elle-même. Comment exercent-ils leur pouvoir? Par l'occupation de positions importantes et par le secret qui permet de mener des opérations sans opposition légale. Les grades supérieurs prendraient les décisions, inconnues des inférieurs. Certaines branches, comme le 33e degré du rite écossais, sont considérées comme une force dangereuse, capable de bouleversements globaux. Leur influence s'étend de la politique aux organisations internationales, leur stratégie mise sur des opérations secrètes, sur des infiltrations par d'autres groupes comme les Illuminati, et l'utilisation du réseau pour l'avancement des membres. Le but secret de ceux qui sont au sommet serait de servir l'agenda des Illuminati et du NWO. Certaines branches auraient historiquement travaillé pour la justice et les droits de l'homme, et certaines branches sont issues des Templiers eux-mêmes après 1307. La deuxième des sociétés les plus connues est les Sages de Sion qui se considèrent comme l'élite messianique du judaïsme. Selon les sources, ils utiliseraient la franc-maçonnerie comme couverture et l'Anti-Defamation League, l'ADL, comme instrument pour discréditer les critiques des Rothschild en les qualifiant d'attaques contre les juifs. Le protocole des Sages de Sion, dont nous parlerons plus tard, est mentionné comme leur plan. Un plan dont la mise en application est à son paroxysme de nos jours. Comment exercent-ils leur pouvoir? En utilisant d'autres organisations comme couverture, en contrôlant la narrative et en étouffant les critiques via l'ADL et en appliquant le plan décrit dans les protocoles. Leur secteur d'influence, la religion juive qu'ils détournent, la finance, les médias, la politique, leur but serait la domination du monde et l'asservissement selon, comme toujours, le plan des protocoles. Parlons maintenant des Illuminés de Bavière fondés par Adam Weishaupt en 1776. Il est suggéré qu'ils auraient été contactés et financés par les Rothschild. Ils étaient organisés en 13 cercles secrets avec 13 grades. Leur véritable idéologie est décrite dans le Nouveau Testament de Satan qui vise à la subversion sociale et politique. Ils auraient infiltré les loges maçonniques et scellé une alliance avec les francs-maçons en 1782. Leur plan pour un nouvel ordre mondial aurait été révélé lors d'une perquisition en 1785. Une de leurs branches, la Ligue des Justes, aurait commandé le manifeste du Parti communiste à Karl Marx et Friedrich Engels. Ils étaient sous l'influence directe des Rothschild. Ils sont présentés comme la force cachée derrière de nombreuses sociétés et événements mondiaux. Ils tirent toutes les ficelles et contrôlent la planète via les banquiers internationaux et les organisations d'élite. Comment ils exercent leur pouvoir? Par la connaissance des secrets passés et en maintenant ces connaissances cachées. Par la mainmise sur l'énergie, la nourriture et les connaissances, en utilisant toutes sortes d'institutions et de groupes, comme les chrétiens, les musulmans, les juifs, les fascistes, les communistes, sans être attachés à un dogme ou une nation spécifique pour semer la confusion et rendre les enquêtes difficiles. En manipulant les événements mondiaux, en déclenchant des guerres et des crises économiques, en nommant ou éliminant des chefs d'État et par des tactiques psychologiques comme semer la discorde, le doute, créer des points de vue opposés, attiser les passions, discréditer, exacerber les faiblesses humaines, combattre les fortes personnalités, ainsi que par le chantage et la corruption à travers l'argent et le sexe, en finançant les deux camps dans les conflits, en contrôlant les agences d'information, la presse et les médias, en contrôlant les institutions financières mondiales comme le FMI et en utilisant les dettes nationales, en utilisant les services secrets et même des mafias pour financer des conflits via blanchiment d'argent. Leurs secteurs d'influence sont la politique, la haute
de finances, l'économie, la religion, les médias et l'information armée, ainsi que les renseignements, l'éducation, les sciences et la recherche, particulièrement sur les technologies avancées. Leur stratégie vise à maintenir le secret absolu, manipuler l'opinion publique et le comportement des masses, subvertir les institutions, la jurisprudence, les élections, la presse, la liberté personnelle et l'éducation. Ils provoquent l'épuisement des peuples par la guerre, la faim et les épidémies pour les pousser à la soumission. Ils veulent instaurer un système monétaire et une banque mondiale pour un contrôle absolu. Ils discréditent les vérités et les non-initiés et utilisent des agents et des organisations comme couverture. Leur but est d'accéder au pouvoir politique et économique, souvent aux dépens des autres. Ils visent la domination du monde, l'instauration d'un gouvernement mondial unique et d'un nouvel ordre mondial qui, comme on l'a vu depuis le premier épître, est déjà en place depuis bien longtemps. Les Rothschild sont présentés comme étant à leur tête et comme ayant chargé Weishaupt de fonder les Illuminés de Bavière, ainsi que comme conseiller des chefs d'État lors d'accords importants. Les Rockefeller sont également très influents et dominent des organisations comme le CFR et financent d'autres groupes. Le Comité des 300 est considéré comme l'une de leurs organisations les plus puissantes. L'influence remonterait à la confrérie du serpent en Mésopotamie. Le plan est comparé au protocole des sages de Sion et au Nouveau Testament de Satan. Les Skull and Bones, de leur côté, siègent à l'université de Yale depuis 1832, l'université de l'élite américaine. Chaque année, 15 étudiants seulement sont sélectionnés. 15 fils de l'aristocratie anglo-saxonne, 15 héritiers choisis pour prendre la relève du pouvoir. Et que font-ils? Ils simulent leur mort dans un cercueil, ils confessent leurs secrets les plus sombres, ils prêtent serment devant un crâne humain. Pas pour jouer, mais pour appartenir à un ordre qui ne vous considère pas comme un citoyen, mais comme une variable. 3 de leurs membres ont dirigé les États-Unis. William Taft, George Bush Sr., et George Bush Jr. Et vous pensez encore qu'un président représenterait le peuple. Il représente une lignée, un pacte et une fraternité. Les fondateurs de la CIA, bondsmen. Les manias de Wall Street, bondsmen. Les architectes du nouvel ordre mondial, bondsmen. Et ce que vous appelez le hasard des élections n'est qu'un choix entre deux visages d'une même fraternité. Toujours les mêmes noms, toujours les mêmes visages, toujours les mêmes lignées. David Rockefeller, Rothschild, Kissinger, Beatrix, Charles, Schwab, des figures aux allures d'hommes d'État, de philanthropes, de penseurs, mais derrière les sourires, les architectes silencieux du monde que vous subissez. Rockefeller, tentaculaire, il n'a pas influencé une seule organisation. Il les a créés. CFR, Bilderberg, Trilatéral, Club de Rome, il était partout. Son ambition, pas la gloire, mais le contrôle. Kissinger, son ombre, le maillon entre les trônes et les coffres, un agent double, triple, peut-être plus. Son carnet d'adresses vaut des présidences. Ses conseils ont redessiné des continents. Et pendant que vous travaillez, pendant que vous élevez vos enfants, pendant que vous votez en croyant choisir, eux se réunissent. À Davos, à Bilderberg, au Bohemian Grove, toujours les mêmes, à huis clos, à l'abri des caméras, à l'abri de votre regard. Et ce qu'ils décident là-bas, vous l'appliquez ici sans jamais l'avoir choisi. La grande réinitialisation n'a pas surgi comme une idée soudaine. Elle était écrite, préparée, signée à Davos, puis déclinée par les États. Ils ne vous ont pas demandé votre avis et ils ne vous le demanderont jamais. Pendant que vous payiez des masques et comptiez les morts, eux redessinaient la planète. Pendant que vous attendiez la fin de la crise, eux préparaient la suivante. Et maintenant, ils veulent reconstruire le monde, mais sans vous. Un monde durable, disent-ils, un monde vert, disent-ils, mais pour qui et à quel prix? Ce ne sont pas des élus, ce sont des héritiers, des marionnettistes, des initiés. Leur légitimité n'est pas politique, elle est dynastique. Et si vous ne comprenez pas encore ce que cela signifie, regardez vos libertés, regardez votre pouvoir d'achat, regardez vos enfants. Tout diminue, sauf leur pouvoir. Et pendant que vous cherchez un responsable, ils se réunissent déjà pour décider du prochain sacrifice. Ce monde ne s'effondre pas par hasard, il est réorganisé délibérément, silencieusement, froidement, et vous êtes en bas de la pyramide. Skull and Bones est le cercle le plus intime du CFR et l'élite de la Jason Society. Ses membres occupent des positions éminentes dans l'Eastern Liberal Establishment. Ils placent leurs membres aux plus hautes sphères du pouvoir et de l'établissement américain et les intègrent dans des réseaux d'influence comme le CFR et la Jason Society. Leur secteur d'influence est l'élite américaine, politique et économique. Leur stratégie se base sur un recrutement très sélectif, des hommes blancs, protestants, de familles riches et fils de membres. Leur but est d'influencer et de contrôler l'élite américaine ainsi que le réseau de pouvoir pour servir l'agenda des Illuminati. Les membres sont appelés chevaliers puis patriarches à vie. De son côté, le Comité des 300 est l'une des organisations secrètes les plus puissantes. Fondée en 1729 par la British East India American Company, dirigée par la couronne britannique, elle représenterait le système bancaire mondial et viserait un gouvernement mondial unique. Elle est reliée au Rothschild et contrôle diverses autres loges, dont la P2, la Grande Loge du Vatican, soi-disant dissoute. Le prince Bernhard et George Bush en sont ou en ont été membres. Le Conseil des 33 serait l'élite de ce comité. Il domine le CFR, contrôle diverses loges et les services secrets comme l'OSS et le MI6 ainsi que la noblesse noire italienne. Comment exercent-ils leur pouvoir? En étant à la tête du système bancaire mondial.
mondiale en contrôlant d'autres organisations clés, par l'influence sur les gouvernements et les institutions internationales et par le financement. Leur influence s'étend de la Banque mondiale à la politique et aux services secrets ainsi qu'au Vatican. Leur but est un gouvernement mondial unique. Comme vous l'avez compris, ce pouvoir n'a pas besoin de tanks. Il vous pénètre par vos écrans, il vous parle avec la voix de vos journalistes, il pense à votre place par la bouche de vos élus, il ne se conquiert pas, il se glisse, il se transmet, il se dissimule. Ils ne prennent plus le pouvoir, ils le reçoivent par cooptation, par pacte, par soumission, et pendant que vous votez, eux désignent qui a le droit de se présenter. Pendant que vous vous informez, eux sélectionnent ce que vous avez le droit de savoir, et pendant que vous vous indignez, eux préparent la prochaine crise à exploiter. Ordo ab chaos. L'ordre naît du chaos. Ce n'est pas un slogan, c'est un mode opératoire. Ils créent la peur, ils offrent la sécurité, ils détruisent l'ordre, ils proposent leurs solutions et vous remerciez vos bourreaux d'être vos sauveurs. Guerre, effondrement économique, pandémie, attentats, blackout, crise énergétique, chaque fracture mondiale est une opportunité d'unification pour eux et une perte de souveraineté pour vous. Car oui, cet étage de la pyramide se confronte pour la maîtrise de leur étage. Le piège est invisible car il est mental. Et quand certains s'en rendent compte, quand quelques-uns osent parler, on les fait taire, pas par la censure brutale, non, par le ridicule, par le mépris, par un mot, complotiste, un mot conçu non pour interroger, mais pour étouffer. Et vous, spectateurs qui ressentez cette dissonance intérieure, vous qui sentez que quelque chose cloche depuis des années, vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de vous réveiller, car les preuves sont là, les aveux sont publics, les incohérences sont criantes et les connexions sont visibles pour qui a encore le courage de regarder. Il est temps d'ouvrir les dossiers, temps d'examiner les noms, les plans, les documents, les aveux, l'examen des faits et les indices concrets qui confirment ou non cette grille de lecture du monde. Preuves, incohérences et sombres alliances, ouvrons le dossier des preuves et éléments troublants. Car s'il ne s'agissait que de fantasmes, le récit s'effondrerait faute de bases tangibles. Or, de nombreux documents, citations et événements avérés viennent appuyer l'existence de ces sociétés secrètes et de leurs plans. Examinons-en quelques-unes méthodiquement, en confrontant la version officielle à l'envers du décor. Prenons l'exemple retentissant de David Rockefeller, patriarche de l'une des dynasties visées. Dans ses mémoires publiés en 2002, Rockefeller répond aux accusations de conspiration mondiale le concernant. Il écrit ceci: « Certains croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète œuvrant contre les intérêts des États-Unis, nous caractérisant comme des internationalistes, conspirant avec d'autres à travers le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée, un seul monde si vous voulez. Et si tel est le cas, je plaide coupable et j'en suis fier. » Incroyable aveu, non? Noir sur blanc, l'homme confirme être fier de travailler à la mise en place d'un seul monde gouverné par une élite globale. Il le formule comme une défense ironique contre les extrémistes idéologiques, mais le mal est fait. Il admet l'existence d'une cabale mondiale et son rôle actif en son sein. Ce témoignage de première main est un sésame pour comprendre ce qui est dénoncé comme théorie du complot par certains et pour d'autres un projet bien réel et assumé. Dans les sources que nous explorons, un plan présenté comme une conspiration satanique élaborée par des figures Illuminati tels que Adam Weishaupt, Karl Marx, les financiers Warburg, Rothschild et Jacob Schiff vise à la conquête du pouvoir mondial. Selon ces sources, les protocoles ne seraient en somme que la mise à jour écrite du plan de l'ordre des Illuminati découvert au XVIIIe siècle. En effet, en 1783, un courrier de l'Illuminati Xavier Zwack fut intercepté par la police bavaroise contenant les grandes lignes d'un projet révolutionnaire global. Ce plan correspond par de nombreux aspects au contenu des protocoles publiés en 1905. On peut débattre à l'infini de l'authenticité des protocoles, mais ce qui compte ici est la cohérence du scénario sur 2 siècles. Qu'un continuum d'idéologie et d'objectifs existe de Weishaupt, un Illuminati, jusqu'à un texte plus tardif reprenant les mêmes thèmes de subversion et de domination. Les sources insistent, le caractère satanique du complot est souligné, marquant qu'on impute ce plan à une secte luciférienne infiltrée dans toutes les strates de la société, utilisant diverses étiquettes comme par avant. Le plan aux 1000 visages, l'enfer sur terre, le protocole des sages de Sion, le projet, le plan à long terme, la conspiration, quel que soit le nom par lequel il peut être appelé, est une seule et même trame mise sur un pied par un petit groupe d'hommes immensément riches, extrêmement rusés, astucieux, possédant une extrême influence et utilisant l'or, les mensonges, les supercheries pour renverser et pervertir la race humaine. Les Illuminati utilisent la promesse de la richesse, de la luxure, des plaisirs charnels pour séduire et pour attirer les hommes loin du Créateur dans le but de les subjuguer au pouvoir de Satan. Ici, les sages de Sion se réfèrent aux Illuminati. Quant au protocole, ce terme se réfère aux registres, aux archives
archive originale de la conspiration par laquelle les Illuminati ont l'intention d'utiliser les internationalistes de tout genre, de toute catégorie, afin de réaliser leurs ambitions secrètes de former une dictature mondiale. On pourrait résumer à environ une dizaine de points différents qui composent les Illuminati et leur plan, et comme vous allez le voir, le plan est génialissime et terriblement cohérent avec notre quotidien. Et voici les points principaux. Le contrôle des nations sera assuré par la création de gigantesques pôles privés qui seront les dépositaires d'immenses richesses dont dépendront les peuples. C'est ainsi que le jour qui suivra l'effondrement politique verra leur anéantissement en même temps que celui du crédit accordé aux États. Des crises économiques porteront atteinte aux États ennemis en leur soustrayant l'argent mis en circulation, en accumulant de grands capitaux privés qui sont ainsi soustraits à l'État. Ce dernier va être obligé de s'adresser à nous pour emprunter ces mêmes capitaux. Ces emprunts consentis avec des intérêts seront une charge pour les États qui en deviendront les esclaves sans volonté propre. Ils s'adresseront à nos banquiers pour leur demander l'aumône au lieu d'exiger des impôts du peuple. Des emprunts étrangers sont comme des sangsues. Il n'y a aucune possibilité de les éloigner du corps d'État car elles ne peuvent que se détacher d'elles-mêmes ou être rejetés par l'État. Cependant, les États ne les rejetteront pas. Ils s'en attireront sans cesse d'autres, ce qui les conduira à une faillite inexorable. Les dettes de l'État rendront les hommes d'État corruptibles, ce qui les mettra encore plus à notre merci. Nous procéderons de la façon suivante avec la presse. Son rôle est d'exciter et d'enflammer les passions chez le peuple et le public est tellement loin de pouvoir imaginer qu'il est le premier bénéficiaire de la presse. Parmi tous les journaux, il y en aura aussi qui nous attaqueront, mais nous sommes les fondateurs de ces journaux. Leurs attaques porteront exclusivement sur des points que nous leur aurons précisés auparavant. Aucune nouvelle ne sera publiée sans avoir notre accord, ce qui est déjà le cas, car toutes les nouvelles du monde sont regroupées dans seulement quelques agences. Ces agences sont sous notre contrôle, elles ne publient que ce que nous avons approuvé. Nos journaux seront de toutes les tendances, aristocratiques, socialistes, républicaines, voire même anarchistes. Ces idiots qui croiront que le texte d'un journal reflète leur propre opinion n'auront fait en réalité que répéter notre opinion ou celle que nous souhaitons voir exprimée. Fin de citation. Remarquez la situation actuelle. Presque toutes les agences d'information du monde sont déjà contrôlées par la Commission trilatérale et par le CFR, toutes deux étroitement reliées. Continuons le protocole. En 3, l'extension du pouvoir. Nous serons pour le public l'ami de tous. Nous les soutiendrons tous, les anarchistes, les communistes, les fascistes et particulièrement les ouvriers. Nous gagnerons leur confiance et ils deviendront ainsi pour nous un instrument très approprié. En 4, le contrôle de la foi. Nous ôterons aux hommes leur vraie foi, nous modifierons ou supprimerons les principes des lois spirituelles. L'absence de ces lois affaiblira la foi des hommes puisque les religions ne seront plus capables de donner quelconque explication. Nous comblerons ces lois spirituelles en introduisant une pensée matérialiste et des supputations mathématiques. En 5, le moyen d'amener la confusion dans les esprits. Pour avoir la mainmise sur l'opinion publique, il nous faut les amener à un certain niveau de confusion. La presse sera un bon outil pour offrir aux hommes tant d'opinions différentes qu'ils en prendront toute vue globale et s'égareront dans le labyrinthe des informations. Ainsi, ils en viendront à la conclusion que le mieux est de ne pas avoir d'opinion. En 6, l'aspect au luxe. Pour accélérer la ruine de leur industrie, nous susciterons chez eux une soif du luxe. Le commun des mortels n'en aura cependant pas la jouissance car nous ferons en sorte que les prix soient toujours en hausse. Ainsi, les travailleurs devront autant travailler qu'auparavant pour satisfaire leurs désirs. Ils seront piégés dans le système avant d'avoir pu l'identifier. En 7, la politique utilisée comme instrument. En distillant un souffle de libéralisme dans les organismes d'État, nous modifierons tout leur aspect politique. Une constitution n'est rien d'autre qu'une grande école de discorde, de malentendus, de querelles, en un mot, une école de tout ce qui sert à fausser les rouages de l'État. À l'époque des républiques, nous remplacerons les dirigeants par une caricature de gouvernement avec un président élu par nos marionnettes, nos esclaves que sont le peuple. Les élections seront pour nous un moyen d'accéder au trône du monde tout en faisant croire aux modestes citoyens qu'il contribue à façonner l'État par sa participation à des réunions et par son adhésion à des associations. Dans le même temps, nous réduirons à néant l'impact de la famille et de son pouvoir éducatif. Nous empêcherons ainsi l'émergence de personnalités indépendante. Il suffit de laisser un peuple se gouverner lui-même un certain temps, par la démocratie, pour qu'il se transforme en une populace où règne le chaos. La puissance de la populace est une force aveugle, absurde, irraisonnée, ballottée sans cesse de droite ou de gauche, mais un aveugle ne peut en conduire un autre sans tomber dans le précipice. Seul celui qui, dès sa naissance, est éduqué pour devenir un souverain indépendant a la compréhension de la politique. Notre succès en traitant avec les hommes dont nous avons besoin sera facilité par notre façon de toucher toujours le côté le plus sensible de la nature humaine, c'est-à-dire la cupidité, la passion et la soif insatiable de biens humains et matériels.
En 8, le contrôle de la nourriture. Notre puissance réside aussi dans la pénurie permanente de nourriture. Le droit du capital, en affamant les travailleurs, permet sur eux une mainmise plus sûre que ne pouvait le faire la noblesse avec son roi. Nous agirons sur les masses par le manque, l'envie et la haine qui en résultent. Mais tout propriétaire rural peut être un danger pour nous puisqu'il peut vivre en autarcie. C'est la raison pour laquelle il nous faut à tout prix le priver de ses terres. Le moyen le plus sûr pour y arriver est d'augmenter les charges foncières et d'accabler de dettes les propriétés rurales. En 9, le rôle de la guerre. Nous mettrons en rivalité toutes les forces pour amener ceux qui ont soif de pouvoir à abuser de leur pouvoir. Il nous faut fomenter des dissensions, des inimités dans toute l'Europe et par l'intermédiaire de l'Europe dans d'autres parties de la Terre. Il faut que nous soyons capables d'anéantir toute opposition en provoquant des guerres avec les pays voisins. Au cas où ces voisins oseraient nous tenir tête, il nous faut leur répondre par une guerre mondiale. En 10, le contrôle au moyen de l'éducation. On les incitera à tirer une application pratique de leur observation impartiale de l'histoire, mais on les invitera à des réflexions théoriques sans faire de relations critiques avec les événements qui vont suivre. Dans ce jeu, sachez que la chose principale est de les avoir convaincus d'accepter les nécessités de la science. Tenant compte de ce fait, nous n'aurons de cesse de créer une confiance aveugle en ces théories scientifiques et les journaux nous y aideront bien. Les intellectuels parmi eux se vanteront de leurs connaissances, le peuple perdra de plus en plus l'habitude de penser par lui-même et de se forger sa propre opinion. Il en viendra à prononcer les mots que nous désirons entendre prononcer. Fin de citation. Comme vous pouvez le constater, le plan est parfait et à date. Il a eu une continuité que rien de naturel ou d'humain ne peut permettre. Les documents composant le plan représentent bien une conspiration par laquelle Satan, entre guillemets, espère établir son royaume sur terre. S'il réussit, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les hommes noirs et blancs, les ariens, les sémites, les communistes et les nazis, les socialistes et les capitalistes devront tous tomber à genoux et adorer sa majesté satanique. Évidemment, tout cela est imagé, mais toujours est-il que les hommes auront enfin la paix et la sécurité du berceau à la tombe. Mais est-ce qu'ils l'apprécieront et en profiteront pleinement? Les directeurs de la conspiration, contrairement aux apparences, n'ont aucun favori en ce qui concerne les races ou les nationalités. Le ou les auteurs du plan sacrifieront aussi bien les juifs que les chrétiens, les musulmans ou les non-croyants de la même manière. Ces mêmes directeurs reconnaissent que depuis 1773, ils se sont servis du darwinisme, du communisme et du sionisme pour poursuivre leur secrète et égoïste ambition. D'ailleurs, ils se vantent qu'ils agiront en coulisses et qu'ils se serviront d'agentures entraînées depuis leur naissance afin d'agir en tant qu'aviseurs et spécialistes pour exécuter leurs ordres. Enfin, depuis quelques 200 ans, l'histoire prouve que celui ou ceux qui ont fait le plan ont réussi dans le fait de diviser la race humaine en camps opposés tout en poursuivant secrètement leur action. Le plan étant détaillé, regardons maintenant du côté de la Commission européenne de nos jours. Son architecture doit beaucoup aux travaux du groupe Bilderberg. Par exemple, c'est lors d'une réunion Bilderberg dans les années 50 que l'idée d'une union monétaire européenne a été discutée, aboutissant plus tard à l'euro. Oui, dans les années 50. Des personnalités comme Étienne d'Avignon, ancien commissaire européen, ont admis que Bilderberg a servi de pépinière pour de hauts responsables de l'UE et permis l'harmonisation de politiques économiques en coulisses. En 1991, lors d'un meeting Bilderberg à Baden-Baden, il est rapporté que David Rockefeller lui-même a remercié les grands médias pour avoir gardé le silence pendant 40 ans sur les plans de l'élite. Je cite, « Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et aux autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion pendant presque 40 ans. Il aurait été impossible pour nous de développer notre plan pour le monde si nous avions été sous les feux de la publicité durant toutes ces années. Mais aujourd'hui, le monde est plus sophistiqué et prêt à marcher vers un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est sûrement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. N'est-ce pas là la quintessence même du complot? Une conspiration littérale, pas une théorie. Quant aux liens entre sociétés secrètes, ils sont parfois rendus visibles par des listes de membres communes. Nous avons appris via des fuites et des enquêtes que plusieurs membres de la commission trilatérale sont aussi Bilderbergers et vice-versa, ainsi que des dirigeants du CFR se retrouvent aux réunions du Bohemian Grove. Sans parler du fait que le Vatican aurait été infiltré par les Illuminati depuis plusieurs siècles. Ceci étant dit, reste un point très important à détailler qui sont les apparentes contradictions flagrantes et les incohérences révélatrices. Sachez que toute conspiration, aussi secrète soit-elle, laisse échapper des failles logiques dans le récit officiel, ce que l'on peut appeler les coutures visibles du mensonge.
Par exemple, lorsque George W. Bush lance la guerre d'Irak en 2003 en arguant de la présence d'armes de destruction massive, il mobilise l'opinion par la peur. Plus tard, aucune arme ne sera trouvée et l'argument s'effondre. Pourquoi alors la guerre a-t-elle eu lieu? Officiellement, pour la démocratie. Mais en réalité, les contrats pétroliers irakiens profitent à des multinationales liées au pouvoir. Et les bases militaires américaines s'installent durablement au Moyen-Orient. Le but initial, qui n'est autre qu'un changement de régime, s'aligne parfaitement avec le plan des 7 pays en 5 ans. La contradiction entre le motif invoqué et l'objectif réel est une signature de la manipulation. En 2011, la Libye de Kadhafi est bombardée par l'OTAN sous prétexte humanitaire. On parlait de massacre imminent à Benghazi. Il n'a jamais eu lieu, mais le pays a été plongé dans le chaos. Kadhafi projetait de lancer un dinar or panafricain et de vendre le pétrole entre autres choses que des dollars. Cela inquiétait évidemment l'establishment financier global. Sa destitution a non seulement éliminé un dissident de l'ordre monétaire, mais a ouvert la voie à l'extension du chaos terroriste au Sahel, justifiant ainsi de nouvelles interventions. L'effet domino sert toujours l'agenda de contrôle. Plus de bases, plus de justifications pour la surveillance. La guerre par erreur se révèle être une guerre par dessein. Dans nos démocraties occidentales, on clame la primauté du vote populaire. Mais regardez comment les traités européens ont été imposés. En 2005, les Français et Néerlandais rejettent le traité constitutionnel européen par référendum. Qu'à cela ne tienne, on le repackage en traité de Lisbonne et on le fait ratifier par les parlements en 2007 contre la volonté exprimée du peuple. Contradiction absolue entre le discours, l'UE respecte la démocratie, et la pratique. Évidemment, on passe outre la démocratie si elle contrarie le plan. Cette incohérence n'est pas l'erreur d'un soir, c'est la méthode de l'oligarchie révélée au grand jour. Jean-Claude Juncker, ex-président de la Commission, l'avouait cyniquement. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. En clair, l'agenda prime sur la volonté des peuples. Propos dignes d'une loge à visage découvert. Concernant le Covid-19, sans entrer dans la polémique sanitaire, on a vu des anomalies troublantes. Simulation de pandémie menée quelques mois avant l'apparition réelle du virus par des fondations élitaires comme le Forum de Davos et la Fondation Gates, avec des scénarios de confinement et de contrôle numérique de la population, qui se sont concrétisés peu après, presque à l'identique. Hasard ou planification, le résultat est qu'en 2 ans, on a franchi des pas de géant vers la société de surveillance. Passeport sanitaire, traçage, restriction de déplacement et la transformation économique. Dizaines de milliers de PME détruits au profit des géants du e-commerce et de la tech, ce qui correspond exactement aux objectifs du grand reset promu par Davos. Encore une fois, le récit officiel, sauver des vies, a masqué un programme inavoué, restructurer la société. Chacun de ces exemples pris isolément pourrait faire l'objet de discussions infinies, mais mis bout à bout, il dessine un motif récurrent, comme un puzzle dont les pièces s'assemblent pour révéler une image sombre, celle d'un pouvoir occulte, coordonné, multipolaire, qui utilise le mensonge et le chaos pour arriver à ses fins. On voit aussi que les contradictions sont devenues de plus en plus visibles, signe peut-être que les conspirateurs agissent désormais à visage moins couvert, pressés par le temps ou convaincus que le public, abruti d'informations contradictoires, ne réagira pas. Pour renforcer la crédibilité de ce sombre tableau, revenons à la source originelle, la noblesse noire, et rappelons quelques faits saillants cités dans quelques documents secrets. La noblesse noire contrôle d'énormes richesses et actifs stratégiques. Par exemple, les guelfes britanniques, une branche de la noblesse noire à Londres, contrôlent les marchés mondiaux de matières premières et d'or via la maison de Windsor, qui peut faire fluctuer à volonté le prix de l'or, du cuivre, du zinc ou de l'étain. Cette information étonnante signifierait que les crises ou prospérités minières peuvent être déclenchées par simple décision d'un comité occulte, ruinant ou enrichissant des nations entières. D'après les sources, ces opérations sur l'or et les matières premières sont conduites par de grandes entreprises telles que BP, Lonrho ou Anglo-American pour le compte de la noblesse noire, illustrant la collusion entre multinationales et aristocratie secrète. La noblesse noire dispose de ses propres réseaux de renseignement hors de tout contrôle étatique. Un de ces réseaux aurait été financé par la famille Turnham-Taxis. À l'abri derrière des sociétés écrans, ces espions de l'ombre recueilleraient des informations et feraient taire les opposants. Les sources soulignent que la NN opère en dehors des lois. Elle ignore police et douane, passant son argent et ses marchandises en fraude, car elle n'a pas besoin de loi. Cette impunité dépasse l'entendement. Si une organisation peut ainsi se jouer de la souveraineté des États, c'est qu'elle les tient en laisse ou s'en moque complètement. La noblesse noire déteste le développement industriel et technologique car il émancipe les peuples. Selon les sources, elle s'oppose activement à tout progrès technique susceptible d'élever le niveau de vie général, car cela diminuerait sa mainmise et ferait apparaître des personnes d'origine modeste menaçant son existence même. Cette idée rejoint ce que nous avons vu sur le Club de Rome et la dépopulation. Concrètement, cela se traduirait par un sabotage discret des projets d'industrialisation dans les pays du Sud, un contrôle des brevets qui pourrait bouleverser l'ordre établi et un agenda climatique possiblement instrumentalisé pour freiner la croissance des nations et les maintenir dépendantes. Nous pourrions continuer encore pendant longtemps cette énumération de preuves et incohérences, mais l'essentiel ressort nettement.
l'alliance de familles oligarchiques, de sociétés secrètes et de groupes de réflexion influence fortement et souvent volontairement en mal l'évolution du monde. Ce pouvoir use de la duplicité en affichant l'humanisme tout en pratiquant le machiavélisme, du secret à travers des réunions à huis clos, des serments et des censures, de l'intimidation puisque ceux qui parlent sont ridiculisés ou brisés, et de l'occultisme à travers des rituels de groupe renforçant la cohésion interne par le sacrilège partagé. Au-delà de la démonstration factuelle, ce constat nous confronte à nous-mêmes, parce qu'en soulevant le voile sur ces vérités interdites, notre conscience est perturbée et mise à l'épreuve. Il est difficile d'admettre qu'une telle trahison des idéaux démocratiques et humanistes soit possible à si grande échelle. C'est plus rassurant de se dire que le monde est chaotique, mais honnêtement chaotique, plutôt qu'infiniment mis en scène par une élite cynique. Pourtant, refuser de voir les fils qui pendent ne les fera pas disparaître. Comme le disait l'écrivain et vétéran de guerre Smedley Butler dans les années 30, la guerre est un racket, un business criminel où peu s'engraisse et beaucoup tombe. Butler révéla même qu'en 1933, un complot d'industriels américains, appelé le Business Plot, avait tenté de le recruter pour renverser le président Roosevelt. Preuve qu'aucune démocratie n'est à l'abri d'un coup d'État oligarchique. Il témoigna devant le Congrès, le complot fut étouffé et oublié de l'histoire officielle, mais il avait bien existé. Les preuves sont là, éparses mais cohérentes. Et face à elles, la version officielle des événements mondiaux apparaît criblée de contradictions. Tout se passe comme si l'on vivait dans une sorte de théâtre d'ombre où l'attention du public est constamment détournée vers des ennemis de façade, pendant que dans les coulisses se jouent les vrais actes de la pièce. Le tableau dressé est sombre et peut-être effrayant, mais une question se pose. Que faire de ce savoir? Maintenant que les masques sont tombés, pour qui a bien voulu regarder, peut-on encore vivre comme avant, les yeux fermés? Imaginez un instant un spectateur sortant d'une salle de cinéma après un film particulièrement troublant. Il retrouve la rue, les bruits familiers de la ville, mais rien ne lui paraît tout à fait pareil. Les lumières des publicités sont trop vives, les discours politiques à la radio sonnent creux. Il a compris que derrière ces façades peut se cacher une autre réalité. Ce spectateur, c'est chacun de nous à présent, après quasiment une heure plongée dans la conspiration de l'ombre. Il y a d'abord le choc de la révélation, on repense à l'ensemble, ces présidents initiés dans des tombes, ces banquiers fiers de conspirer, ces guerres cyniquement programmées des années à l'avance. On ressent de la colère, de la peur, peut-être même du dégoût. Comment ont-ils pu nous cacher tout ça à ce point? À qui se fier désormais? Ce vertige moral est compréhensible. C'est la dissonance cognitive maximale, toute une vision du monde à réévaluer. Mais le malaise qui nous étreint est aussi salutaire. C'est le signe que nous ne sommes pas anesthésiés. Nous ressentons l'injustice de la situation, l'horreur de la manipulation, la douleur pour les victimes silencieuses de ces complots, les peuples sacrifiés dans les guerres, les enfants broyés dans l'ombre, les nations volées de leur souveraineté. Cette souffrance témoigne que nous avons encore une conscience vivante. Mais prenez garde, car viendra ensuite la tentation du déni. Ce que nous avons exposé ici est si vaste, si tentaculaire, qu'on pourrait être tenté de tout rejeter en bloc. C'est trop, c'est impossible, ce serait trop énorme pour être vrai. Oui, c'est énorme, mais l'histoire réelle l'est souvent plus que la fiction. Ne tombons pas dans le piège confortable de l'ignorance volontaire. Ceux qui tirent profit de notre asservissement espèrent précisément que nous jugions leur complot incroyable et que par peur du ridicule ou du désespoir, nous détournions le regard. Ne leur offrons pas le luxe de notre incrédulité complaisante. Rappelons-nous que dans d'autres époques, des crimes inimaginables furent commis parce que les gens refusaient de croire ce qui se tramait sous leurs yeux. Effectivement, nombre d'Européens ne voulurent pas croire la montée des fascismes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Apprenons de ces erreurs. Ce n'est pas parce qu'un fait dérange notre vision du monde qu'il est faux. Parfois, c'est précisément les faits les plus dérangeants qui sont vrais parce que personne n'oserait les inventer de peur de passer pour un fou. Alors que faire? La question du passage à l'élection est inévitable, surtout pour un public d'initiés et de militants comme vous. Parce qu'évidemment, après toutes ces recherches, nous ne nous sommes pas contentés uniquement de faire ce reportage. Effectivement, comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, nous avons, face au plan, élaboré une autre voie possible. Non pas pour le dominer ou pour le faire tomber, mais une voie d'émancipation. Puisque ce n'est pas une fatalité, et oui, il existe une autre trajectoire. Mais pour ça, il faut rompre avec l'isolement, sortir du piège de la passivité et rejoindre ceux qui refusent de se soumettre. Syndicate est né pour ça. Et face au plan mondial de la fragmentation et de la domination, Syndicate propose son propre plan. Un projet d'émancipation radicale, collectif et intégral. Un projet d'émancipation intellectuelle, psychologique, financière, sociale, géographique, émotionnelle, professionnelle et médiatique. C'est le retour du pouvoir personnel au-delà du système. Le but est de désapprendre la soumission et de réapprendre la souveraineté. La plus grande prison est mentale et c'est ce que le système fabrique. C'est de la soumission apprise. Syndicate t'aide à la désinstaller, à déprogrammer les croyances qui te brident, à briser les schémas comportementaux hérités et à retrouver la capacité d'agir librement. C'est une rééducation
l'aspiration à la souveraineté. C'est une communauté d'initiés, pas de spectateurs. Syndicate n'est pas une communauté de suiveurs, c'est une assemblée de meneurs lucides, un collectif de résistants psychologiques, d'entrepreneurs conscients, de penseurs critiques et de bâtisseurs autonomes. Le contraire exact de ce que veut le système. C'est un environnement pour la transformation réelle. Il ne suffit pas de savoir, il faut se former, s'armer et s'entraîner. Syndicate t'offre un environnement conçu pour ça. Des capsules de neurodéveloppement, des formations tactiques sur la santé, sur la finance, la géopolitique, le marketing, la psychologie, un cercle d'entraide et d'élévation, puisqu'on n'échappe pas à un piège seul. On s'en sort ensemble, bien outillés. C'est aussi une école de guérison et de puissance intérieure. Syndicate n'est pas juste une stratégie extérieure, c'est aussi un chemin vers la guérison intérieure. Nous outillons les membres pour qu'ils travaillent leurs blessures profondes, comme le rejet, la trahison, l'abandon. On les pousse à reprogrammer la confiance, la discipline, l'autorité et à récupérer leur pouvoir d'incarner leur rôle dans le monde. Il ne s'agit pas de survivre, il s'agit de renaître. Et nous leur offrons des solutions concrètes pour chaque terrain de lutte. Syndicate ne se contente pas de dénoncer, il propose, il structure et il agit. Vivre mieux avec moins, se relocaliser intelligemment, démarrer un business libre, investir en conscience, prendre le pouvoir sur son temps, son énergie et son savoir, c'est un programme anti-dépendance, 100% autonomie. Nous utilisons la stratégie d'infiltration renversée. Le système infiltre les peuples pour les briser, nous infiltrons le système pour nous libérer. Syndicate agit en zone grise. Ni hors système, ni mouton, nous exploitons les brèches, nous hackons les codes, nous bâtissons des ponts vers l'émancipation. C'est une guerre asymétrique et nous savons jouer. Syndicate s'autofinance avec la cotisation de ses membres. Sachez que le 3e opus arrive, un événement détonnant. Après ce premier et ce 2e opus, le 3e arrive sous forme d'un événement. Un parmi les nombreux événements que nous organisons toute l'année pour les membres de Syndicate. Et ce 3e opus sera une grande réunion de tous les membres de Syndicate. Des révélations, des stratégies, des outils, une vision claire de ceux qui refusent de tomber. Nous allons présenter toutes les solutions d'émancipation ensemble, sans censure, sans filtre et sans compromis. La dernière ligne n'est pas une fin, c'est un déclencheur. Si tu as tenu jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Prêt à penser autrement, prêt à agir autrement, prêt à vivre autrement et prêt à rejoindre ceux qui ont compris. Prêt à rejoindre ceux qui construisent, prêt à rejoindre Syndicate et prêt à faire partie de ceux qui écrivent l'alternative. Sapere aude.